C'est parti. Bon, eh bien, voici le troisième séminaire Penser la pandémie où nous accueillons Dominique Vuitton, qui est une collègue de longue date, qui a travaillé beaucoup, entre autres, sur l'échinococose alvéolaire, mais qui a un background d'immunologiste, de chirurgien même dans une autre vie, et qui est professeur d'immunologie clinique à l'Université de Franche-Comté, et aussi membre correspondant de l'Académie nationale de médecine. Et elle va nous parler aujourd'hui des bénéfices et vertus de l'exposition précoce à des pathogènes pour nous convaincre que les microbes, c'est un peu compliqué, ce n'est pas que des ennemis, c'est aussi des amis. Dominique, à toi. Merci beaucoup Patrick, et je remercie les organisateurs, en particulier Arnaud, de m'avoir convié à ce festival multidisciplinaire qui a bien sa place en temps de crise. Tout d'abord, je souhaitais dédier cette conférence à notre collègue et mon ami Jean-Charles Dalphin, euh, qui était professeur des universités en pneumologie, mais aussi un paysan dans le cœur, je dirais. Jean-Charles a été à mes côtés pour créer l'équipe de recherche santé et environnement rural, qui a été un des piliers de la création de l'UMR Chrono-Environnement, pour faire un peu d'histoire locale. Jean-Charles était le coordonnateur de la branche française de l'étude Pasteur, en français on appelle PATUR, que je vais évoquer dans cet exposé. Il n'aura pas vu son service bouleversé par la Covid-19, mais depuis octobre dernier, il nous manque beaucoup. Il faut que je déplace ma... Je vais passer mes diapos, mais visiblement, voilà, c'est bon. Donc, dans cet exposé, je vais essayer de vous faire penser l'immunité en termes d'environnement. En effet, l'apparition de certaines pathologies, mais aussi le type de réponse immunitaire que les individus font, sont déterminés, bien sûr, par des caractéristiques génétiques des individus, mais aussi, pour chacun de nous, par une histoire immunologique particulière. Et cette histoire immunologique est déterminée par nos contacts avec l'environnement, alors vraiment au sens très large du terme, animal, végétal, alimentaire, neuropsychique et surtout et avant tout microbien. En effet, l'environnement microbien, qu'il s'agisse de pathogènes, comme c'était dit dans le titre, mais surtout de non pathogènes, façonne notre immunité. Alors, s'il y a dans l'audience des immunologistes ou des biologistes qu'ils me pardonnent de faire un petit retour en 4 diapos sur l'immunité, l'immunologie, le système immunitaire. Je pense que pour nos collègues qui n'ont pas de formation de biologie, ça ne fera peut-être pas de mal. C'est ce qu'on appelle l'immunologie pour les nuls, une grande collection bien connue. Alors, étymologiquement, immunis, c'est libéré d'un fardeau. Et ça se disait chez les Romains du soldat qui avait déposé son pactage. Et en fait, ça réfère à la notion que certains individus, quand une épidémie survient, s'ils ont fait la maladie dans une épidémie précédente, ou même parfois quand ils n'ont apparemment pas fait la maladie, sont exempts de cette maladie. Et c'était une particularité qui avait été notée dès le moment de la guerre du Péloponnèse, Athènes 430 avant Jésus-Christ, donc ça ne nous rajeunit pas, par un grand historien, Thucydide, à propos d'une épidémie de typhoïde qui s'était déroulée pendant cette guerre du Péloponnèse. En fait, pendant assez longtemps, le mot immunité dans la langue française a référé plutôt à des problèmes juridiques. On était immun dans le système de défense, mais de défense dans le droit. Et c'est qu'au milieu du 19e siècle que ce terme immunité, d'où immunitaire et immunologie, a désigné le système de protection essentiellement contre les agents infectieux, après les essais de variolisation, puis bien sûr de vaccination.
Donc ça réfère aux interactions entre l'hôte et a priori un pathogène, mais on verra qu'il n'y a pas que les pathogènes qui sont concernés. Il y a visiblement une notion de mémoire dite immunitaire. Dans le bel exemple, justement, ces gens exempts de maladie quand ils l'ont fait précédemment et que l'épidémie revient. Et au cours des années, disons 70-80, avec la montée en charge des greffes d'organes, des greffes de tissus, etc., certains immunologistes ont voulu en faire essentiellement un système de maintien de l'intégrité du soi. En fait, bon, c'est une notion qu'on peut retenir, mais disons que les concepts actuels, c'est plutôt la définition d'un système qui gère tout type d'interaction entre soit deux organismes vivants ou un organisme vivant et son environnement. Alors, toujours dans le rappel, les acteurs de l'immunité sont absolument multiples et c'est assez amusant que les médias ne nous parlent, s'agissant de la pandémie, que des anticorps et que ces anticorps doivent être par définition neutralisants, c'est-à-dire qu'ils sont activateurs de systèmes toxiques. Or, en fait, eux-mêmes, un anticorps ne fait rien de mal, je dirais. Il lui faut des bras armés pour agir comme le complément d'un système enzymatique en cascade qui troue les cellules, ou bien la toute simple phagocytose que tout le monde connaît des globules blancs, ou l'activation de cellules tueuses. En fait, parmi les acteurs de l'immunité, on a toute une collection de cellules, des cellules régulatrices, des cellules tueuses, des cellules qui font des anticorps, des cellules qui font de l'inflammation, qui produisent des médiateurs de l'inflammation. Et donc, les anticorps n'ont pas qu'un sens activateur de systèmes toxiques, mais dans les anticorps, il y a aussi ceux qui font de l'exclusion immune, de la tolérance, et on va beaucoup revenir là-dessus, ou de l'inflammation vasculaire. Et pour faire de l'inflammation vasculaire, il déclenche des systèmes qui produisent des médiateurs divers et variés, avec toutes les fonctions possibles et imaginables, pour peu que ça soit utile à la réponse immunitaire, donc des médiateurs vasodilatateurs, constricteurs des muscles, inactivateurs de toxines, des neuromédiateurs, et bien sûr, les hormones jouent aussi un rôle. La preuve, les corticoïdes, corticostéroïdes, sont parmi les meilleurs inhibiteurs des réponses immunitaires inflammatoires. Et puis, joli mot, cytokine, qu'on pourrait donner à sa fille, comme nom, comme prénom, qui est devenu à la mode à cause du fameux orage cytokinique de la pandémie. Ce sont, si on veut bien, les hormones intercellulaires du système immunitaire, avec leurs petites sœurs, les chimiokines, qui font se balader les cellules, aller et venir, se coller au vaisseau. Ce sont les grandes orchestratrices du système immunitaire depuis la première rencontre avec l'élément étranger. Qu'est-ce qu'une réponse immunitaire? On pourrait dire que c'est une reconnaissance suivie d'effets. Alors, la reconnaissance, comment? Maintenant, on distingue deux grandes phases. L'immunité innée, qu'on a appelée aussi naturelle à une certaine période. Elle ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est simplement parce qu'on a des cellules assez archaïques, je dirais, qui reconnaissent des motifs dans ce qui est d'espèces étrangères, je dirais, associées à des récepteurs de danger. Et ça, il ne faut pas oublier ça, c'est que quand on rencontre les motifs étrangers tout seul, sans récepteur de danger, souvent, il n'y a pas de réponse immune de type défense, toxique, etc. Donc, ce sont des cellules sentinelles qui ont ces récepteurs pour les motifs étrangers. Un bel exemple de ces récepteurs qui n'ont pas été découverts il y a si longtemps que ça, les récepteurs Toll-like, qui nous ont valu un prix Nobel. Alors, il y a une assez jolie photo devant des tonneaux à Strasbourg de quelqu'un qui a le prix Nobel et de quelqu'un qui ne l'est visiblement pas, c'est moi. Le prix Nobel, c'est Jules Hoffman, et c'est lui qui a montré l'intervention de ces récepteurs dans
vraiment l'activation très primitive du système immunitaire. Et ces mêmes récepteurs, c'est pour ça qu'on les a appelés toll-like, avaient été décrits par un autre prix Nobel, qui est une femme, ça ne court pas les rues, les femmes prix Nobel, et donc elle s'appelle Christiane Nusslein-Vollard, il faut le dire. Elle l'a eu en 1995, c'est une Allemande qui travaillait sur la drosophile. Donc ce système inné, il fait, si on veut bien, le switch-on, c'est-à-dire la réponse en urgence, mais il alerte, il prépare, il lance, il oriente la phase suivante, qui est la phase d'immunité dite adaptative, qu'on a longtemps appelée immunité spécifique. Et là, on a affaire aux lymphocytes. Ces lymphocytes ont aussi des récepteurs, mais un peu plus futés, un peu plus compliqués. Les récepteurs des lymphocytes dits B sont la version, on dirait, cellulaire des anticorps. C'est comme s'ils étaient des anticorps branchés sur les cellules. Et c'est ça qui sert de récepteur à essentiellement des protéines, mais aussi des lipides, des sucres. Ces récepteurs sont générés, je dirais, au hasard pendant le développement embryonnaire, et ils s'adaptent à, on pourrait dire, presque toutes les structures moléculaires de l'environnement. Et donc, c'est ça qui va déclencher la multiplication de ces lymphocytes et la production d'anticorps. Deuxième type de reconnaissance par un autre type de lymphocyte, les lymphocytes T. Et là, c'est encore un peu plus compliqué, puisque interviennent des molécules dont tout le monde a entendu parler, qui sont les molécules HLA, dont on parle beaucoup en matière de rejet de greffe, mais qui sont absolument indispensables pour chaque reconnaissance de notre organisme pour vraiment des petits bouts de peptides, les choses très très fines, puisque c'est, si on veut bien dire, le fine-tuning et qui déclenche des réponses effectrices, soit de rejet, soit de tolérance. Et ces récepteurs, ils sont comme ceux des lymphocytes B générés au hasard, etc., etc. Alors, quels effets? Alors, des effets, comme je disais, on nous a beaucoup parlé de la défense, de la destruction de l'intrus. Quand le pathogène arrive, le système immunitaire est fait pour s'en débarrasser. C'est ce qu'on appelle la réponse effectrice. En fait, on a un peu tort de parler de réponse effectrice parce que l'autre réponse qui est largement aussi importante, voire plus importante pour le système immunitaire, est tout aussi effectrice, mais elle est tolérogène. Elle est faite pour finalement accepter un hôte indésirable, mais tolérable, je dirais, dans un équilibre subtil qui peut se déglinguer de temps en temps. Et on a bien vu avec le sida, quand le système immunitaire baisse trop ses acteurs, eh bien, ça se déglingue et là, on a des infections qu'on appelle opportunistes. Alors, pourquoi ces réponses tolérogènes sont si importantes? D'abord, dans une perspective écosystémique, un équilibre est le plus souvent souhaitable. Là, on retrouve tous les écosystèmes et ça ne faillit pas à la règle. Par ailleurs, il faut bien se souvenir que les micro-organismes, pour ceux qui pensent à quelque chose, n'ont aucun intérêt à tuer leur hôte. Donc, plus il se développe de réponses toxiques et plus le risque de décès, et on le voit bien dans les formes graves de la Covid, c'est le système immunitaire trop excité qui tue le patient. Donc, ce n'est pas forcément très bon. Il faut se souvenir aussi qu'au cours de l'évolution des espèces, depuis loin, les virus ont été intégrés dans nos propres cellules et ils sont devenus des pièces maîtresses du fonctionnement cellulaire et du métabolisme des organismes dits supérieurs comme les nôtres. Dernier point touchant la tolérance, il faut bien savoir que les muqueuses, et surtout la muqueuse digestive, sont le siège du premier contact avec les éléments étrangers et en fait c'est le site immunologique le plus important de l'organisme de l'arsenal tolérogène. On y trouve en particulier les anticorps IgA, ceux dont on ne parle jamais, qu'on ne mesure jamais, et pourtant en quantité il y en a beaucoup plus que les autres, mais on est dans une médecine qui aime la prise de sang. On trouve que c'est compliqué de prendre de la salive ou du liquide intestinal, alors que ça, c'est vraiment ceux qui sont les témoins de ce qui se passe réellement
dans l'organisme vis-à-vis du système immunitaire. Donc, si on veut une mini-conclusion de cette présentation rapide de l'immunité, mettre le focus sur les pathogènes, les défenses, les anticorps sanguins, c'est vraiment très réducteur. Et par ailleurs, au plan de l'épidémiologie, mais aussi de l'immunologie, considérer tous les individus et les populations du monde comme un ensemble homogène, c'est un vrai non-sens immunologique. Et d'ailleurs, on voit bien ce qui se passe dans la pandémie. On peut se dire, mais pourquoi moi et pas lui et pas elle? Pourquoi je n'ai pas été malade alors que j'ai été dans le même groupe de gens infectés? Pourquoi je n'ai pas fait une forme grave alors que ma grand-mère en a fait une ou que mon copain médecin en a fait une aussi? Alors, il y a deux grands types d'explications. Parce que la génétique, bien sûr, il y a une extrême diversité des récepteurs de reconnaissance. Là, je vous ai indiqué les deux grands types de lymphocytes. Et dans le petit rond, là, voilà, il y a la zone de rencontre entre la cellule qui présente ce qu'on appelle l'antigène, c'est-à-dire ce qu'on a extrait d'un microbe, par exemple. Donc, la zone de rencontre, elle est juste là. Et d'un côté, il y a des molécules du système HLA, donc essentiellement personnelles à un individu donné, qui vont porter, si on veut bien, c'est comme un petit panier qui montre l'antigène. Et puis en face, le récepteur du lymphocyte T, comme je vous ai dit, il est le résultat d'un réarrangement génique aléatoire. Donc, il n'est pas dit du tout que moi, vis-à-vis de coronavirus machin, j'ai la même réponse. Je me dirais même que je suis sûr de ne pas avoir le même type de reconnaissance que Patrick Giraudoux ou Arnaud Massé, ça c'est clair. Par ailleurs, en plus de ça, donc cette extrême diversité des motifs de reconnaissance, on a un grand polymorphisme génétique de presque tous les acteurs de l'immunité, y compris les médiateurs et encore plus les cytokines. Les gènes qui gouvernent notre sécrétion de cytokines, ma foi, sont très polymorphes. Et tout ça explique d'ailleurs qu'une population sera d'autant mieux protégée contre des pathogènes, des vrais pathogènes qui nous veulent vraiment du mal, et donc contre sa propre disparition, que sa diversité génétique est assurée. Et on pourrait dire, en résumé, que l'endogamie est vraiment une erreur immunologique. C'est plus, et dans la dernière conférence, il était d'ailleurs signalé par le conférencier que les chauves-souris qui hébergeait, sans être si malade que ça, tout un tas de coronavirus, étaient particulièrement résistantes parce qu'il y avait un brassage génétique très important et que du coup, ça assure d'autant plus la protection de l'espèce. Mais il n'y a pas que les génétiques, il y a l'environnement. Et l'environnement, c'est là qu'on va venir. Et maintenant, on donne le terme épigénétique sur ce que l'environnement imprime à la génétique et aux caractéristiques très polymorphes données par la génétique. Alors, d'une part, l'influence environnementale, elle se manifeste dès la vie fœtale, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore tant d'arguments que ça pour le dire, et vraiment, les résultats que je vous donnerai après vont vraiment aller dans ce sens. Mais on sait depuis longtemps, depuis, je dirais au moins 70 ans, que le système immunitaire ne se développe pas sans microbes. Il n'y a pas de développement du système immunitaire. Il se met en place quelques cellules dans l'intestin, quelques cellules dans les ganglions. On a vu, il y a ce réarrangement génique, mais bon, il y a un exemplaire ou deux de chaque type de récepteur, et c'est tout. Et donc, pour qu'il y ait un vrai développement, que les cellules se multiplient et qu'elles commencent à coloniser tous nos tissus pour les défendre, entre guillemets, eh bien, il faut des microbes, c'est absolument indispensable. Une souris, comme on dit, axénique, qui n'a jamais rencontré de microbe, quand elle n'a pas vu le loup, elle n'a pas de système immunitaire. Et on sait depuis à peu près aussi longtemps que le microbiote intestinal
est un acteur clé du développement, mais aussi de la bonne santé du système immunitaire. Et ça, on l'avait un peu oublié, et le microbiote est revenu à la mode, et bien sûr, on a tout un tas de nouveaux arguments dans ce sens. Donc, finalement, le système immunitaire dépend de où je vis et comment je vis. Alors, il se trouve que nous sommes entrés dans ces problématiques par le biais des maladies allergiques, en partant d'une constatation épidémiologique qui est celle de l'augmentation sans précédent des maladies allergiques, disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et en particulier dans les populations qu'on pourrait dire riches et développées. Alors, de quoi on parle quand on parle de ces maladies allergiques? Parce que l'allergie à la belle-mère et l'allergie immunologique, ce n'est pas tout à fait la même chose. On parle de l'allergie alimentaire, de l'eczéma atopique ou dermatite atopique, de l'asthme et de la rhinite allergique, dont l'élément phare est le rhume des foins, mais il y a bien d'autres rhinites allergiques. Donc, l'allergie atopique, c'est des pathologies variées en relation avec la production anormale d'anticorps d'un type particulier qui déclenche des éléments vasodilatateurs et bronchoconstricteurs qui s'appellent les IgE et qui sont dirigés contre des antigènes environnementaux. Donc, augmentation sans précédent de ces maladies avec un doublement tous les 10 ans depuis la Deuxième Guerre mondiale. En 1950, en gros, on avait moins de 5% d'allergiques et on se retrouvait en 2000 avec plus de 30% d'allergiques. Alors, pour les observations historiques concernant ça, il est amusant de voir qu'il y avait un médecin généraliste anglais futé du XVIIIe siècle qui avait écrit des mémoires à l'Académie royale de médecine pour s'étonner que le rhume des foins, dont on aurait pu imaginer qu'il touche plus facilement les paysans qui sont dans le foin, qui remuent le foin, qui font les foins, soit plus touché. Et en fait, il avait très justement observé que l'allergie saisonnière, donc dite rhume des foins, eh ben, c'était une maladie des nobles qui étaient dans leur beau château anglais, bien à l'écart de la population, bien au propre, et donc avec des moyens. Et pourtant, les enfants étaient beaucoup moins en contact avec le foin et toutes les fleurs et graminées qui peuvent donner ces pathologies. Alors, pour être un peu plus récent, quand on a commencé à voir cette augmentation très rapide finalement de ces maladies allergiques dans la population, des études qu'on appelle transversales, puisque c'est des études de comparaison des populations, ont été faites. On s'est rapidement aperçu que l'augmentation était associée d'une part à l'urbanisation et d'autre part à un certain type de développement. Donc en gros, on vit dans les villes et on est plutôt plus riche et on a plus de ces maladies allergiques. Beaucoup de nos collègues ont profité de l'ouverture du mur de Berlin et de la chute de l'Union soviétique pour faire des comparaisons entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest étant plus développée, l'Allemagne de l'Est moins. Idem pour Finlande versus la Carélie russe qui partage exactement le même environnement, ou la Suède versus l'Estonie. Et donc, ils ont tout à fait pu démontrer que cette opposition était retrouvée quand on comparait les pays et pas seulement quand on comparait villes et campagnes. Très généralement, disons, l'augmentation du niveau de vie était en relation avec cette augmentation des maladies allergiques, mais aussi ont été pointées un certain nombre de choses comme la diminution de la taille des familles, et donc ça a fait un peu penser les gens.
Il y a eu de belles études sur des migrations de population en se disant mais c'est peut-être un problème génétique et on ne s'en était pas aperçu avant. Voilà. Et en particulier en Chine, il y a eu des études sur des populations des villages chinois comme celui que vous voyez et que Patrick connaît bien, dans Jiang County, dans le Gansu. Les Chinois des villes de la Chine continentale, les Chinois de Hong Kong, et puis les Chinois émigrés aux États-Unis de première, deuxième génération. Et on s'aperçoit qu'il y a chaque fois un différentiel dans le taux de malades allergiques dans la population, alors que c'est une génétique très stable, les Chinois Han, et très rapidement, en moins de 2 générations, on a rattrapé aux États-Unis le taux américain d'allergiques dans la population. Alors évidemment, on a pointé tout de suite la pollution des villes. Et certes, c'est vrai, la pollution augmente la gravité des maladies allergiques, surtout d'ailleurs des maladies respiratoires, l'asthme, la rhinite allergique, surtout l'asthme. Mais la pollution, en fait, n'augmente pas l'incidence des cas, le nombre de cas qu'on va voir dans une population. Alors, c'est là que nos collègues, je dirais, de l'arc alpin, pour parler en général, Tyrol, Bavière et puis la Suisse frontalière, ont commencé à mettre le doigt sur un autre aspect qui pouvait être la disparition de facteurs protecteurs. Donc, ce n'était pas quelque chose de mauvais qui arrivait, mais quelque chose de bon qu'on avait enlevé, un facteur protecteur qui est hypothétiquement présent dans les campagnes. Alors, comment on peut caractériser la campagne? Alors, pour beaucoup d'urbains, c'est un monde sale, avec des familles nombreuses. Il faut se remettre dans la période des années 50. Donc, ça favorise des infections dans l'enfance, moins médicalisées, donc moins d'antibiotiques, présence des animaux, la présence aussi d'une alimentation traditionnelle. Et donc, tous ces facteurs, à la limite, peuvent être mis en exergue et tous, d'une certaine façon, marchent. Alors, comme souvent, il y a ceux qui font le boulot, puis ceux qui sortent les hypothèses, et il y a un allergologue anglais, M. Strachan, qui a sorti un jour, une petite feuille dans le Lancet, l'hypothèse hygiène, qui disait que finalement, si on considérait tous ces éléments, quand il y avait moins de contact avec les pathogènes, eh bien, il y avait effectivement un système immunitaire un peu dévoyé qui amenait aux maladies allergiques. Et puis progressivement, on en est venu à ce que c'était pas tant moins de contact avec les pathogènes, mais moins de contact avec les microbes en général. Alors, je vous donnerai qu'un exemple, parce que c'est vraiment le plus flagrant de ces études. Il y a plus de 40 études dans le monde entier, des études transversales faites dans les années 90, essayant de comprendre ce qui se passait, pourquoi l'environnement de la ferme était protecteur. C'est-à-dire que dans la campagne, c'est la ferme qui est protectrice. Les bâtons jaunes, c'est sans exposition particulière au milieu de la ferme, ni de consommation de lait cru. En rouge, vous voyez toute l'exposition à la ferme en général, et puis en bleu, la consommation de lait cru, et en orange, les séjours dans les étables, les écuries, etc. Et on voit bien qu'il y a une différence assez phénoménale, c'est vraiment très important pour l'asthme, pour hay fever, c'est la rhume des foins, et pour l'atopie, donc les marqueurs d'allergie en général. Donc ça a fait vraiment un très bel article dans le Lancet, et par ailleurs, dans la même étude, Alex, il y a eu mise en relation de la protection observée, d'une part avec les taux d'endotoxines bactériennes dans les fermes, mais aussi l'augmentation d'expression de certains récepteurs, dont les fameux toll-like dont je vous ai parlé chez les enfants. Mais quand une hypothèse est jolie, quand la démonstration semble être faite par une quarantaine de papiers, mais que ça heurte
on ne sait pas quoi, l'irrationnel des chercheurs, quelque part. Dire que la ferme c'est bien, que la campagne c'est bien, à une époque où la ville était le bon environnement, ça passait mal. Et c'est vrai que même malgré nos collègues médecins, mais aussi dans le monde scientifique, on a beaucoup évoqué des biais. Et donc, il nous restait encore à démontrer, si on veut bien, que l'environnement rural traditionnel était réellement protecteur contre l'allergie. Et puis, évidemment, si possible, montrer les mécanismes, parce que là, ça serait un peu plus difficile à contester. Et c'est comme ça que nous avons monté cette cohorte Pasteur, donc une cohorte européenne. À vrai dire, c'était une cohorte de 4 pays auxquels la France, et donc la Franche-Comté, s'est agrégée assez rapidement, si ce n'est qu'eux ont eu l'argent de l'Europe et nous pas, mais on a eu par chance la mutualité sociale agricole. Et donc, ça concernait une cohorte de 1000 enfants, dont tous dans des milieux ruraux, hein, pour se pénaliser au maximum. On a recruté les familles pendant le 3e trimestre de grossesse de la mère, et donc on a recruté des femmes vivant à la ferme. Donc dans chaque pays, il y avait 100 familles vivant à la ferme, et 100 familles ne vivant pas à la ferme, mais ayant les mêmes facteurs généraux d'environnement, c'est-à-dire pour nous, ils étaient tous en Franche-Comté. Si vous arrivez à voir la petite carte en bas, vous pouvez voir que les petits points rouges, ils sont dispersés sur tout le territoire franc-comtois. Il fallait qu'il s'agisse d'une ferme d'élevage, et on a fait une énorme étude qui se poursuit toujours, puisque si on n'avait pas eu le confinement et la pandémie, eh bien, on aurait dû voir ce printemps les enfants à 16 ans, en fait. Je pense qu'on les verra plutôt à 17 ans, mais ce n'est pas grave, l'étude se poursuit, même si les financements, comme souvent ces grandes études de cohorte, sont difficiles à maintenir. Alors, beaucoup de questionnaires, beaucoup de prises de sang, y compris du sang du cordon lors de l'accouchement de la mère, donc la naissance de l'enfant, beaucoup de prélèvements environnementaux dans les fermes, dans les appartements, dans les maisons, à l'extérieur. Enfin, bon, je pense qu'il y a des milliards de données qu'on n'a pas fini d'analyser. Ce qu'on peut dire, pour résumer d'abord, hein, vraiment, bon, c'est que, heureusement, hein, parce qu'on s'est demandé si on n'arriverait pas trop tard, hein, les changements du milieu rural ont été tels dans ces années récentes qu'on pouvait arriver trop tard. Mais non, en fait, les résultats de cette étude confirment parfaitement les résultats des études transversales. C'est-à-dire que les contacts avec les animaux, l'environnement particulier à respirer, quand on respire, on avale aussi, hein, de l'étable et de la grange, et aussi, ce qui choquait le plus, hein, la consommation de lait cru et de produits laitiers de la ferme, sont significativement, effectivement, associés à la protection contre l'allergie. Et c'est vrai pour la mère, hein, c'est-à-dire que son environnement pendant la grossesse va imprimer des choses dès la naissance de l'enfant, qu'on peut repérer dans le sang du cordon. C'est vrai ensuite pour l'enfant dans les premières années de sa vie. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que ça repousse un peu les limites de l'étude, nous, on avait un design qui était fait sur les maladies allergiques, mais on a aussi posé des questions, et en particulier pendant toute la première année de vie, les parents ont rempli des journaux de santé, hein, détaillant tout ce qui se passait, la première bouchée de carotte comme le premier rhume, mais aussi le 10e s'il y en avait un 10e. Donc, on a des questionnaires détaillés et des rapports faits par les parents très, très détaillés. Et donc, on a pu aussi voir s'il y avait un impact sur les infections. Et effectivement, il y a une relation significative entre la survenue des infections respiratoires aiguës dans la première année de vie et en particulier le type de lait consommé pendant cette première année de vie. Alors, dans ces tableaux, en général, plus on est à gauche, là, hein,
plus on est protégé, hein, c'est-à-dire que l'eau de ratio est inférieur à 0,5 par exemple, même 6,01. Donc on voit lait de la ferme qui protège très significativement contre l'apparition d'otite, hein, dans cette population. Alors bon, je ne détaillerai pas, hein, tous les tableaux, j'en ai mis quelques-uns dans mes diapos parce qu'il faut bien que je montre qu'il y a de la science derrière et qu'on ne raconte pas ça comme ça en inventant. Et puis il y a toutes les références biblio que vous aurez. Mais donc, voilà, on peut voir quand même que ça a bien été étudié en détail. Donc les grands messages de pâture que je vais développer un tout petit peu dans les quelques diapos suivantes, c'est premièrement le rôle de la diversité des expositions aux animaux et aux micro-organismes, mais aussi la précocité de la diversification alimentaire chez les jeunes enfants. Donc, impact de la diversité. Donc, ça, c'est une première chose. Dans le même esprit, impact des divers composants du lait cru. Alors, diversité des microbes, on verra, mais aussi diversité des composants de ce lait cru, de ces fermes qui sont peut-être un petit peu particulières. Ensuite, importance de l'exposition de la mère avant la naissance. Je l'ai dit, avant cette étude, bon, il n'y avait pas tant d'études que ça qui montraient que vraiment la mère imprimait des choses chez son enfant. Que, malheureusement pour lui, le père ne faisait pas tant que ça, même si la génétique du père compte autant que celle de la mère. Et puis, donc, importance d'une orientation précoce du système immunitaire vers un profil régulateur, et je finirai par ça. Alors, influence de l'environnement de la ferme. Premier commentaire à partir des résultats. On a pu montrer que la durée de séjour dans l'étable ou dans la grange, le contact avec les bovins, mais aussi avec d'autres animaux, et d'autant plus que les espèces d'animaux étaient multiples, hein, la ferme qui n'a que des vaches est moins protectrice que la ferme qui a les vaches, les chevaux, les chèvres, le chien, le chat, etc. La précocité et peut-être la modalité du contact, parce que si on a un contact très important, très intense, on sait par exemple en immunologie qu'on a comme une tolérance aiguë, hein, ce qu'on a appelé dans le temps la paralysie immunitaire. Simplement, ce qu'on a pu montrer, c'est que ce n'était pas la quantité de microbes dans la ferme, ce sont tous des microbes qui ne nous veulent pas particulièrement de mal, hein, des bactéries à grammes positifs, négatifs, des actinomycètes, et puis tout un tas de levures, moisissures, etc. Elles sont c'est très divers dans les fermes traditionnelles, beaucoup moins divers dans les fermes modernes, entre guillemets, et c'est les fermes traditionnelles qui sont les plus protectrices. Donc, la diversité compte plus que la quantité. Il y a vraisemblablement un effet additionnel d'autres expositions, comme le pollen. On a fait une étude spécifique sur des fermes, ça c'est une étude qui a été faite par l'équipe de mycologie de Besançon, des fermes de la cohorte pâture, où on a pu montrer que quand un enfant, par exemple, se roulait dans le foin, il respire en un jeu beaucoup plus que ce que les autres enfants des villes respirent en une saison d'exposition au pollen. L'exposition se fait évidemment d'autant plus qu'on est dans les granges, dans l'écurie, dans l'étable, mais elle se fait aussi dans l'habitat. On a pu montrer que les mêmes microbes se retrouvaient dans le matelas de la mère, dans le matelas de l'enfant, dans le tapis de la salle de séjour. Enfin, je vous en passe. Quelque chose qui n'était pas complètement attendu et qui ne dépend pas d'ailleurs de l'environnement de la ferme, mais qui est intéressant en soi, c'est l'influence de la diversité de l'alimentation. On a pu montrer un effet prédictif d'un score de précocité de la diversification alimentaire sur la survenue de l'asthme. Hein. La diversification précoce protège contre l'apparition d'un asthme. C'est la même chose pour l'allergie alimentaire.
On a fait une étude spécifique sur les fromages quand même, région oblige, et on a pu montrer l'influence de la diversité des fromages et pas tant de la quantité, quoique ceux qui ne mangent jamais de fromage font plus de rhinite allergique que les autres, mais c'est surtout ceux qui mangent des fromages variés, hein, de tout type, les pâtes dures, les pâtes molles, les bleus, etc., avant 18 mois, qui sont le plus protégés contre la dermatite atopique et l'allergie alimentaire, qui sont les allergies les plus fréquentes avant 6 ans. Pour la petite histoire, bon, d'une part, ce n'était pas influencé par la diversification alimentaire en général. Les enfants français, l'honneur est sauf, ont la consommation de fromage la plus diversifiée. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la consommation de fromage est plus importante et plus diversifiée si les mères ont un niveau d'éducation plus élevé, ce qui est assez satisfaisant et va peut-être dans le sens un peu bobo, y compris en milieu rural. Alors, qu'en est-il du lait? Le lait, ça a toujours été un peu la pomme de discorde, hein, puisqu'il y a le problème des risques du lait cru. Notre première hypothèse, c'était que les endotoxines dans le lait cru expliquaient l'effet lait cru. Or, en fait, ça a été un des premiers travaux qu'on a effectués en attendant les résultats faits chez les enfants. On a mesuré les endotoxines des bactéries à Gram négatif, qui sont des lipopolysaccharides, et qui avaient été, vous vous souvenez, accusés, enfin en tout cas montrés comme étant des éléments justement protecteurs. Et en fait, on n'a pas trouvé de différence significative entre le lait de la ferme et les laits commerciaux, c'est-à-dire la brique de lait UHT posée dans le frigo. Ce n'est pas la quantité qui compte, là non plus, hein, de microbes dans le lait. Le nombre total de bactéries viables, bien sûr, est très supérieur dans le lait cru, c'est normal, c'est pour ça que le lait cru est utilisé pour faire les fromages de lait cru qui sont par définition meilleurs. Mais il n'y a pas de relation entre ce nombre, hein, de bactéries viables et les paramètres cliniques d'allergie que je vous ai déjà détaillés. C'est effectivement la diversité, une fois de plus, la diversité microbienne du lait cru, qui est là aussi très supérieure à celle des laits traités, mais ça, on s'en doute. Hein. Et on a pu montrer par ailleurs sur des études reliées, hein, que c'était un reflet de l'environnement de la ferme. Comme les microbes du lait cru n'expliquaient pas tout, d'autant que le lait cru maintenant est de plus en plus pauvre en microbes, on est allé voir un peu ailleurs et on a regardé, il y a effectivement une association entre la présence de certaines protéines et la quantité de protéines du lactosérum, hein, donc du petit lait, et la survenue de l'asthme, mais on n'a pas trouvé de relation avec la sensibilisation aux allergènes en général. Il y a des composants immunitaires dans le lait. On n'a pas trouvé, parce qu'on n'a pas recherché spécifiquement ces composants immunitaires dans le lait de vache, mais par contre, on a montré que leur présence dans le lait maternel des femmes qui avaient été en contact avec les animaux, avec la ferme, etc., était reliée à la protection. Ce qu'on a plus trouvé, c'est les associations avec les contenus en lipides du lait, comme les oméga 3, hein, qui sont typiques du lait, d'été, dans les pâturages, etc. Et puis récemment, une relation inverse entre certains acides gras dans les selles des enfants et la survenue d'atopie et d'asthme. Alors, nous avons vu au tout début de l'exposé que le système immunitaire se développait en relation avec l'environnement et qu'il y avait un apprentissage en quelque sorte du système immunitaire très tôt dans la vie. Évidemment, la question à laquelle on devait répondre par cette courte pâture, c'était: est-ce que la rencontre avec l'environnement de la ferme, la consommation de lait cru, la diversification alimentaire précoce, etc., favorise le bon apprentissage? Alors, pour faire un peu simple, quelque chose qui pourrait sembler compliqué, vous allez voir les petites balances là, voilà.
qui définissent l'équilibre immunitaire. L'équilibre du fœtus, eh bien, comme il y a la moitié du fœtus qui devrait être rejeté par sa mère, ben oui, on déplaise au père, c'est quand même comme ça que ça devrait se passer. Donc, il y a un système de tolérance qui est vraiment très important et qui est assuré, alors ça, c'est outrageusement simplifié, hein, mais par ce qu'on appelle le profil TH2. Donc, la balance penche, hein, du côté de TH2. J'ai perdu ma souris. Bien, voilà. 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 Donc, on a TH1 en haut, TH2 en bas. Il se trouve que le profil allergique, eh ben, il ressemble au profil fœtal, hein. C'est-à-dire qu'on a TH2 aussi en bas. Et puis, la balance est levée, hein, du côté de TH1. Et je dirais, pour arriver à un profil normal, non allergique, normalement équipé pour se défendre contre les pathogènes indésirables, eh bien, on doit avoir un équilibre, effectivement, et donc des mécanismes régulateurs qui assurent une presque horizontalité de la balance. Et donc, si on reprend les facteurs épidémiologiques qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a les facteurs qui augmentent le risque d'allergie, hein, en haut en vert, et les facteurs qui diminuent le risque d'allergie, en bas en rouge. Et donc, on retrouve dans ces facteurs qui augmentent, voilà, le fait que ce soit un enfant unique, venu au monde par césarienne, avec des traitements antibiotiques de la mère et de l'enfant, et le bébé a eu un régime occidental, pas d'allaitement maternel, il a bu que du lait pasteurisé, il a eu une diversification tardive. Voilà, tout ça sont dans les éléments qui poussent le système par ici, hein, donc vers le profil allergique. À l'inverse, pour avoir des mécanismes régulateurs bien faits, on a les familles nombreuses, les séjours en crèche, la diversification alimentaire précoce, la consommation de fromage, les infections de la petite enfance, y compris les vers intestinaux, la présence d'animaux de compagnie et tout ce qu'on a vu de la vie à la ferme. Alors, est-ce qu'on a trouvé effectivement des relations immunologiques entre nos observations de type épidémiologique ou clinique et ce qu'on avait mesuré dans le sang à toutes les époques, etc.? Eh bien, la réponse est oui. Et donc, bien sûr, que si ça allait dans le mauvais sens, je ne vous le raconterai pas. Mais non, ça va vraiment dans le bon sens. Et effectivement, par exemple, le travail de la mère à la ferme et son contact avec une grande diversité d'animaux pendant la grossesse, non seulement protège contre la dermatite atopique, hein, l'enfant après sa naissance, mais modifie l'expression, hein, de certains gènes des fameux toll-like récepteurs, et cet effet protecteur se fait en fonction de son génotype, d'un autre type de ces TLR. Donc, relation avec l'immunité. L'influence de l'environnement est visible dès la naissance, hein, puisqu'on a une corrélation inverse, hein, entre les anticorps de l'allergie et l'exposition de la mère aux animaux dans l'étable. On a aussi une corrélation entre la production de cytokines qui équilibre le système par les lymphocytes de l'enfant et l'exposition des mères. Et puis, on a cette intervention, hein, des facteurs environnementaux maternels sur l'expression des gènes de TLR et aussi sur l'épigénétique quand on l'analyse par exemple par la méthylation des gènes. Il y a aussi des facteurs associés comme la supplémentation en vitamine D, l'allaitement maternel, mais ce n'était pas l'objet direct de notre étude, mais on l'a quand même pu le montrer. Ensuite, pendant les premières années de vie, eh bien, il y a effectivement un effet de l'environnement du tout petit enfant sur son immunité de type inné, hein, et là on retrouve les fameux TLR, mais on trouve aussi certaines cellules sentinelles d'un certain type qui orientent, hein, le système vers une tolérance. Enfin, ça marche aussi du côté de l'immunité adaptative, et on a pu montrer sur une étude qu'on a faite avec les Allemands, donc sur le groupe d'enfants allemands et français, une association entre les lymphocytes T régulateurs
et l'exposition à la ferme à l'âge de 4 ans et demi. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ça n'est plus observé à 6 ans. On a l'impression que les choses se sont stabilisées à 6 ans. Donc, c'est comme s'il y avait une fenêtre d'opportunité. Ce qu'on a pu également voir, c'est que c'est les mêmes gènes qui sont des facteurs de susceptibilité à l'allergie qui sont ceux qui sont le mieux manipulés par l'environnement pour devenir, si on veut bien, des facteurs protecteurs. Alors pour finir, je voulais quand même parler un peu du microbiote. Alors, je pense que vous pouvez tout juste lire ce qui est écrit, c'est volontaire. C'est parce que quand vous prenez le tableau du haut, eh bien, si vous traduisez de l'anglais, vous voyez qu'il y a un bébé dans le ventre de sa maman, et puis un bébé, et puis il marche, et puis il est un peu plus grand. Et puis vous allez lire tout ça quand vous aurez le temps, et vous allez voir que c'est exactement les mêmes facteurs que j'avais mis comme facteurs, soit protecteurs, soit les rouges et les verts de tout à l'heure. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est les mêmes éléments qui modulent le microbiote, qui aussi module l'immunité. Quant à ce qui est en bas, eh bien, c'est une synthèse publiée en avril de cette année. Le confinement n'a pas empêché la sortie de cet article, qui n'était pourtant pas dédié à coronavirus, mais qui faisait le point des études les plus récentes, justement, sur le microbiote intestinal et les plus grandes maladies allergiques. Et je dirais qu'on voit un peu tout et le contraire de tout. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vous en parler, parce que je pense qu'il faut encore attendre pour que les choses s'épurent. Et puis aussi parce que simplement, dans chaque population, si vous étudiez une population danoise, une population française, une population chinoise, une population américaine, eh bien, vous aurez forcément des équilibres du microbiote différents. Et donc, ça explique aussi qu'il n'y ait pas de grande constante, mais qu'on puisse trouver des choses assez différentes. Mais de toute façon, il y a toujours un problème de diversité. Plus le microbiote est divers, diversifié, et plus la protection contre l'allergie est grande. Alors, il y avait des anciennes études qui avaient comparé les enfants suédois et estoniens et qui avaient pu sortir des choses relativement simples, plus simples que les méthodes modernes, mais qui sont très très difficiles. Il faut beaucoup de bioinformatique derrière et pour le moment, à mon avis, on n'est pas encore parfaitement au point dans l'analyse, pas tant dans l'étude, mais dans l'analyse de ces études. Et donc, ce qui était surtout intéressant dans les études antérieures qui avaient été faites dans les années 90, début 2000, c'est les études d'intervention, où on a essayé de donner des lactobacilles pendant la grossesse de la mère, pendant les 6 premiers mois de vie chez le nourrisson, et on s'est aperçu qu'effectivement, ça diminuait l'incidence de la première maladie allergique à arriver, qui est la dermatite atopique, mais que ça s'épuise avec le temps, et si vous avez bien suivi ce que je vous ai raconté, l'influence de la diversité, on comprend bien que donner un seul germe ne soit pas le pied pour changer le microbiote d'un enfant et le faire revenir dans le droit chemin. Dans l'étude Pature, on a pu montrer qu'il y avait une association entre l'antibiothérapie de la mère pendant sa grossesse et de l'enfant pendant sa première année et la survenue des maladies allergiques. Ça ne nous surprend pas, c'est quelque chose qui avait déjà été montré dans d'autres études transversales il y a une vingtaine d'années. Alors maintenant, ce qu'on fait de mieux et de plus pour essayer de comprendre tout ça, c'est des modèles expérimentaux d'induction de pathologies allergiques et on modifie le microbiote des animaux expérimentaux avec administration d'antibiotiques, au contraire transplantation de microbiote trouvé euh, dans des souris différentes, allergiques, pas allergiques, etc. Et les gens s'amusent beaucoup et je pense qu'on aura des résultats intéressants dans pas longtemps. Il y a aussi un rôle pour les autres microbiotes que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, et en particulier pour le microbiote cutané et le microbiote respiratoire, parce que ces microbiotes existent. Il y a tout un tas de bons microbes qui sont sur la peau et dans la gorge et même plus bas. Et moi, je dois dire que les gels hydroalcooliques X fois par jour, là aussi, c'est une hérésie écolo-immunologique, mais bon, c'est une autre histoire. Pour finir, un petit retour sur la pandémie, bien sûr.
Et évidemment, vous avez vu comme moi les médias s'emparer des études sur le microbiote intestinal. J'ai recopié tel quel ce qui était dans Viva, le magazine de ma mutuelle, je ne sais plus laquelle. Une faible diversité du microbiote est-elle un facteur de risque de développer une forme grave de Covid-19? Comme vous voyez, on est en plein dans le sujet et vraiment on attend les résultats avec intérêt. Par ailleurs, vous avez pu voir comme moi qu'il y a des formes cliniques multiples de Covid et c'est clair que ces formes multiples concernent des patients dont l'histoire immunitaire est propre à eux-mêmes, est unique, ce qui explique qu'ils réagissent de façon différente. Et je pense que la morale de l'histoire, c'est que l'épidémiologie doit être interprétée en tenant compte de l'histoire des individus, mais aussi des populations. Et peut-être que tout ce que je viens de vous raconter explique très partiellement, on en a beaucoup discuté avec Patrick et les gens de son groupe Coronavirus Afrique, là, le fait que l'Afrique soit relativement épargnée. Bien sûr, il y a le problème de la structure des populations, mais on ne peut pas exclure le fait que l'orientation du système immunitaire des Africains reste assez traditionnelle et que de ce fait, on pourrait imaginer qu'ils soient mieux protégés. Je ne vais pas m'avancer, c'est qu'une hypothèse. En tout cas, avant d'interpréter l'épidémiologie et les chiffres et les modélisations, il faut bien réfléchir à l'âge, au sexe, au gène, à la mère, à l'enfance, à la quantité de virus, à la région, au contexte, au test, à la prise en charge, beaucoup d'éléments qui habituellement ne sont pas pris en compte tant que ça par les immunologistes. Et pour finir tout à fait, comment les résultats et les réflexions immunologiques peuvent-elles être mises en relation avec des choix de société? Comment remplacer la vie à la ferme? On n'y reviendra pas, c'est sûr. Et en attendant la pilule de ferme, se pose tout un tas de questions qui sont des choix à faire. On est attaqué évidemment régulièrement alors qu'on n'a pas dit aux enfants de la cohorte pâture de consommer du lait cru. Ils l'ont fait parce que leurs parents leur ont dit de le faire. Et donc, bien sûr, la consommation de lait cru et de produits laitiers au lait cru pose des problèmes de sécurité sanitaire. Donc, il faut savoir, par exemple là, si on adopte le principe de précaution ou si on essaie de faire des estimations du rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire accepter un risque immédiat très rare, comme la listériose, les STEC, donc des Escherichia coli qui donnent des syndromes hémolytiques et urémiques chez les enfants. En France, ça doit faire un enfant qui meurt tous les 3 ans de ce type d'affection liée à des produits au lait cru. Donc, est-ce qu'on accepte ça pour gagner sur le long terme, la prévention des allergies, ou éviter des milliers de cas d'autres infections, des infections banales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et évidemment, pourquoi pas le Covid-19. Par ailleurs, se pose le problème de la conservation de la biodiversité, tout se tient, et donc l'élevage extensif, la biodiversité florale donne une meilleure qualité de l'alimentation, un meilleur bien-être animal, une meilleure qualité du lait et une conservation d'un système immunitaire équilibré. Évidemment, c'est un choix et je laisse ça à votre sagacité et je remercie tous mes collègues de l'équipe Pâture qui ont contribué aux études que je vous ai données. Donc, au bout de mon PowerPoint, il y a la soixantaine de références bibliographiques directement sur cette étude de Pâture. Je vous remercie. Merci Dominique. On a déjà une main levée. Alors, vous pouvez, pour poser des questions, vous pouvez lever la main avec la fonction participant. Je vois que Sarah l'a déjà fait. Je vais tout de suite lui donner la parole. Vous pouvez, si vous ne voulez pas être enregistré ou passer à l'écran de cette vidéo qui sera retransmise sur plusieurs canaux, poser votre question dans le groupe chat. Et Dominique, est-ce que vous voulez peut-être arrêter le partage d'écran pour que vous le remettrez à l'occasion si vous voulez, mais
pour que pendant la Oui, séance oui, de discussion, on vous voit bien et on voit bien les ça autres. marche là? Oui, ça marche très bien. On voit San Francisco de nouveau. Ah, Alors, il y a l'hélicoptère qui parle d'hôpital. je donne la parole à Sarah. Bonjour Dominique, merci pour cette très belle conférence. Alors, bon, moi je suis philosophe, donc je vais avoir une question de philosophe. Donc elle peut paraître un peu loin, mais elle me semble en fait au cœur de plein d'enjeux. Parce que, enfin, je pars d'un philosophe qui s'appelle Talicot, qui fait de la philosophie environnementale. Et lui, il critique en fait disons, le focus qu'on a mis sur la notion d'organisme, en particulier dans toute une conception justement autour de l'immunité, de l'intégrité de l'organisme, et donc une conception très identitaire, totalisante de l'organisme. Et il dit en gros que finalement l'unité de vie à toutes les échelles, c'est plutôt l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait plutôt concevoir ce que nous sommes comme des écosystèmes, et puis la ferme ou la ville comme un écosystème, la planète comme un écosystème, etc. Et donc, vous, est-ce que finalement, enfin, donc lui, il dit qu'il faut. Donc, la notion d'organisme, on sait exactement quand elle est née. Elle est née en 1684 ou 6, bon, ça dépend, mais bon, globalement, enfin, voilà, on sait quand est-ce qu'elle est née. Ça a eu plein de vertus, disons, conceptuelles en biologie pour penser des choses. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, avec tout ce qu'on sait justement sur les microbiotes, mais aussi sur les effets de symbiose, enfin, je pense aux travaux de Marc Gulis, etc., il faudrait potentiellement renoncer ou en tout cas changer complètement notre concept d'organisme? Ah, oui, oui, je pense d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que le mouvement immunologiste, enfin, des immunologistes des années 70-80, de dire que finalement le système immunitaire, c'était justement le système qui garantissait l'intégrité de l'organisme. Hein, quand on a découvert les molécules HLA, on a dit, ah ben voilà, c'est notre identité, c'est notre carte d'identité biologique, si on veut bien. Et donc, ça montre bien qu'il y a un système, et c'est le système immunitaire, qui est là pour nous identifier en tant qu'être unique et organisme en tant que tel. Et en fait, ça imprime toujours quand même les esprits des biologistes, je dirais, de certains de mes collègues hein, qui n'en sont pas encore vraiment sortis, mais disons que globalement, on en est sorti. Et justement, c'est pour ça que je voulais insister sur cette partie tolérance, tolérogène du système immunitaire, que certainement sa fonction majeure, sa fonction est de nous faire coexister, mais y compris en interne, parce qu'il faut quand même comprendre comment on tolère des milliards de microbes, non seulement dans notre intestin, mais aussi dans notre appareil respiratoire, sur la peau, etc. Et le système immunitaire a un rôle très actif là-dedans. On le sait parfaitement maintenant. Et donc, l'organisme, dès le moment où on sait ça, et qu'on sait que non seulement ça, mais il y a des virus, par exemple, on l'a bien vu avec le sida, la toxoplasmose, par exemple, c'est quelque chose qui ne fait rien habituellement, c'est gênant pour le fœtus, mais sinon, ce n'est pas une maladie grave. Enfin, les gens qui ont un système immunitaire normal, mais on a vu chez les gens qui avaient le sida, une fois que leur système immunitaire était vraiment très bas, cette tolérance des quelques organismes, des quelques toxoplasmes qui étaient dans leur cerveau en particulier, mais aussi des virus Epstein-Barr qui étaient dans leur cerveau, et tout ça, se remettaient. Ça montre bien qu'ils étaient là avant, parce qu'on pouvait démontrer que ce n'était pas une infection nouvelle, c'était quelque chose qui était là avant et que les gens toléraient depuis des années, et tout d'un coup, le système était mis à mal. Hein. Et ça, moi, ma grande spécialité, c'est l'échinococose alvéolaire, donc une maladie parasitaire. Alors la maladie parasitaire, c'est un modèle justement d'écosystèmes qui se causent, qui sont en équilibre, etc. Le parasitisme, par définition, c'est ça. Mais on pensait que c'était propre aux parasites. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est aussi propre au virus, mais il y a aussi des bactéries qui fonctionnent comme ça. Elles se cachent gentiment dans un coin et puis elles vont repartir si le système est déséquilibré.
Donc, oui, moi je pense que quelque part, on ne peut pas se concevoir. Si vous enlevez votre microbiote, vous mourrez. Hein, c'est clair. Donc, est-ce qu'on peut concevoir qu'un organisme meurt s'il lui manque quelque chose qui lui est étranger, par définition? Hein, on n'est pas des bactéries, donc voilà. Donc, je pense que oui, si on va au bout de la réflexion immunologique, on doit dire que ben, oui, on est un écosystème. Merci. On est NAIT sans trop d'étrangers, mais on est toute sa vie EST avec bien d'autres et on ne pourrait pas vivre sans, clairement. Merci. Alors, on avait une question dans le chat de Marc qui disait et les mycobactéries dans tout ça? C'est-à-dire? MYCO. Oui, oui, non. MYCO. Oui, oui, c'est la tuberculose et toute la série de ça. Ben, il y a des mycobactéries non pathogènes qu'on trouve dans le microbiote. Hein. Donc, ça fait partie. Et dans l'environnement de la ferme, on trouve une collection de mycobactéries et de produits de ces mycobactéries. Et ce sont des éléments immunostimulants très, très importants, très importants. Même s'il y en a proportionnellement moins que d'autres bactéries ou d'autres microbes en général, certainement cet effet maintien de la tolérance, etc., et d'un système immunitaire en forme, doit beaucoup aux mycobactéries non pathogènes. D'accord. Évidemment, quand la tuberculose débarque là-dedans, et en particulier la tuberculose bovine qui malheureusement a quand même lancé l'opprobre sur le lait cru, c'est moins rigolo. Je crois que Marc va souhaiter prolonger sa question, mais je donne la parole dans l'ordre. Alors, on m'a dit aussi, n'hésitez pas à vous présenter en posant votre question pour l'enregistrement vidéo, pour la postérité. C'est intéressant pour les spectateurs. Je donne la parole, je crois que c'est Margareta, mais je ne suis pas sûr. Ah oui, je la vois. MSJ Oblom. Il faut que tu actives ton micro. Moi, j'ai activé de mon côté. Là, je suis activée. Vous m'entendez? Voilà. C'est bon, oui, oui. Oui, c'est bon. Donc, je suis Margareta Kastberg, épouse Sjöblom. Voilà pourquoi. Et je suis professeure en sciences de langage. Donc, je ne suis pas du tout de domaine. Mais merci beaucoup pour la conférence qui était super intéressante, même pour des gens comme moi qui ne sont pas du tout de domaine. Alors, ma question est vraiment de néophyte et justement qui touche les nouveau-nés. Est-ce qu'il y a espoir dans tout ça? Dans le sens où, je veux dire, tu parles aussi de la vie fœtale, de bébé, de la petite enfance. Donc, pour ceux ou celles qui sont nés, qui ont la malchance d'être nés riches, développés dans une ville, ça fait le contraire. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer plus tard dans la vie? Est-ce qu'on peut, on voit dans les pharmacies, ils vendent des tonnes de microbiotiques de toutes sortes, tout ça. Est-ce qu'on a un espoir? Est-ce qu'il faut vivre à la campagne, commencer à manger de fromage cru? Est-ce qu'on aura plus de chances de créer plus tard dans la vie et créer pour les générations futures une immunité meilleure? Oui, bah c'est le problème. C'était un peu le but de réfléchir dans ma dernière diapo, la pilule de ferme, quoi. Comment remplacer la vie à la ferme? C'est sûr que c'est bah, malheureusement le sens de l'histoire n'allant pas dans ce sens-là, et même les fermes elles-mêmes étant en train de changer à la vitesse grand V, parce que c'est clair que c'est pas la ferme de 1000 vaches industrielle machin qui a le bon environnement, hein, c'est évident. C'est ces fermes traditionnelles où les animaux vont à l'extérieur, où ils broutent des jolies fleurs. Bon, non, alors on commence à essayer de faire des études d'intervention. Alors on devait lancer une étude qu'on avait appelée Pampers,
et qui était un spray qui avait été développé à partir d'extraits de fermes qui avaient été développés il y a déjà pas mal d'années dans le cadre de l'étude Pâture. Et c'était un Autrichien qui avait développé ça. Et puis, donc, on avait fait un programme de recherche. On a eu un peu de financement l'an dernier pour ça. Et puis, dans l'intervalle, ben, le gars, il a abandonné sa production. Et bon, donc, pour le moment, c'est un peu remis. Alors, par ailleurs, on a essayé de chercher s'il y avait des germes particuliers, mais il y a un lactococcus qui semblait un peu mieux que les autres, mais on voit bien qu'on se heurte tout de suite, comme c'est des organismes vivants, en dehors des lactobacilles, je dirais, les organismes vivants, personne ne veut en entendre parler. Toutes les agences de sécurité sanitaire des aliments montent au créneau aussitôt qu'on l'évoque. Donc, malheureusement, c'est mal barré, quoi. On ne sait pas, on sait pas. De toute façon, je crois qu'il faudra s'accommoder et peut-être que l'organisme prendra un nouvel équilibre, qui sait. Non, je pense que la diversité de l'alimentation, par exemple, le fait quand même de boire et de manger des produits fermentés, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est mieux que rien, quoi, je veux dire. Certainement mieux que rien. Et c'est sûr que l'alimentation à l'américaine, les 4 bains par jour et 3 douches par semaine, c'est certainement mauvais, quoi. Donc, il faut savoir comment on évolue là au milieu. Moi, je passe pour la grand-mère qui empêche de se doucher. Il y avait une remarque de Patrick, je les prends dans l'ordre hein, où elles se sont levées. Oui, donc Patrick Giraudou, donc prof d'écologie. Juste pour reprendre la question de Sarah et la prolonger, on a un gros handicap maintenant avec ce satané concept de nature versus culture, qui empêche de penser l'humanité comme un élément d'écosystème. Donc pénétrant l'écosystème, mais aussi pénétré par les écosystèmes. Autrement dit, on est des êtres hybrides avec des cellules qu'on va dire eucaryotes, qu'on considère comme étant les nôtres, mais bon, le microbiote, ça nous appartient aussi, donc on est aussi symbiotique qu'un lichen, si on veut bien. Hein. Et le fait de parler, et je le dis ça pour mes collègues biologistes, c'est pas qu'une question de philosophie, de nature d'un côté et d'humanité de l'autre, nous coupe de toute pensée intégratrice. Ah oui, mais et je le vois encore récemment avec l'IPBES, vous savez, c'est ce GIEC de la biodiversité. On a évalué régulièrement la production. Là, on est sur le nexus, une évaluation du nexus. Le nexus, c'est quoi? C'est les liens qui existent entre eau, santé, nourriture et biodiversité. J'en oublie un, mais ça ne fait rien. Et dans l'introduction, dans la lettre de cadrage, à nouveau, on voit ressortir la nature par rapport à la biodiversité, qui fait que si on laisse faire, bien sûr, on va essayer de bloquer ça, ça voudra dire qu'on va encore couper d'un côté l'homme comme s'il était séparé du reste. Alors ah oui, non, alors là, l'homme il est totalement intégré. Totalement intégré. Et ça, il faudrait qu'on arrive à se sortir. On pense, la tête de chapitre qui nous réunit, c'est quand même penser la pandémie. Ça peut être une occasion aussi de penser ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête cette dichotomie essentiellement occidentale d'ailleurs, hein, entre nature d'un côté et culture de l'autre. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais ça remonte quand même assez loin. Hein. Quelques milliers d'années. Là, ça, on retrouve les philosophes, et en particulier les Lumières. Comment dire, des gens comme Descola et autres nous montrent que les pensées dites prémodernes n'avaient pas une dichotomie aussi forte. Bon, je ne veux pas dire par là que c'est des outils de pensée du monde moderne, mais quelque part, il faut certainement qu'on repense tout ça. Et en tout cas, qu'on évacue le concept de nature tel qu'on le vit maintenant. Non, je trouve qu'en plus, tout ce qu'on sait maintenant sur les végétaux, hein, les arbres, etc., et nos relations avec ce monde végétal, même sans parler du monde animal qui pourtant nous est plus proche, etc., et le monde des microbes qui est commun aux deux, mais je pense que ça va au-delà de ça. Parce que le système immunitaire est aussi dépendant
effectivement des végétaux qu'on mange, mais aussi des forêts qu'on respire, enfin, ça va au-delà. Hein. Merci. Je vais donner la parole à Marc qui avait posé une question dans le chat, mais qui a levé la main depuis. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon, donc bonjour, je ne sais pas si vous voulez voir ma tête, mais bon, donc du coup, bon, c'est pas très important. Bon, vous avez en partie, Dominique, merci de votre bouleversante exposé, ça m'a secoué. Mais vous avez en partie répondu, mais pas tout à fait. Les mycobactéries. La réponse immunitaire aux mycobactéries est quand même très, très particulière en ce sens que on est vraiment dans un exemple de tolérance et qu'il y a des réponses tout à fait croisées, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a des centaines ou des milliers d'espèces de mycobactéries, mais c'est un monde tout à fait particulier. Et les mycobactéries pathogènes, dont celles de la tuberculose de l'homme ou des bovins, sont presque des exceptions par rapport à toutes les autres qui, dont certaines font partie du microbiote de la peau en particulier. Et donc, je me demandais si vous aviez vu ou si vous avez lu quelque part quelque chose sur le rôle particulier de l'immunité induite par les mycobactéries. Sans vouloir être trop long, Serge Morand, dans son livre sur la prochaine peste, évoque l'hypothèse que peut-être que l'irruption de la tuberculose en Europe aurait pu chasser en fait la lèpre, puisque les deux maladies sont dues à des mycobactéries. Et donc, est-ce que finalement, la lutte acharnée qu'on fait contre la tuberculose ne nous sépare pas de mycobactéries bienfaisantes et qu'au fond, quitte à se fâcher avec l'ANSES et des agences comme ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le monde mycobactérien des paradigmes à revoir? Et je termine là-dessus, mais l'immense majorité des gens qui sont confrontés à une mycobactérie, même quand c'est une mycobactérie du groupe tuberculosis, ils vont tolérer la bactérie et ne pas tomber malade. Donc je me demande si là, il n'y aurait pas un message à faire passer quand même de meilleure compréhension. Pardon, j'étais un peu long, donc je m'arrête. Non, mais de toute façon, c'est ce que je disais quand même dans ma première partie de réponse, dans l'environnement de la ferme, hein, puisqu'on a quand même analysé l'environnement de la ferme en détail, on trouve beaucoup de mycobactéries non pathogènes. Hein. Il y en a pas mal. Mais dans le microbiote humain à peu près équilibré, on trouve aussi beaucoup de mycobactéries non pathogènes. Hein, c'est clair. Et les effets éventuellement du BCG, même pour la pandémie de Covid, là, il a été évoqué que des populations plus vaccinées par le BCG se défendaient mieux contre, alors que ça n'a rien à voir, ce n'est pas une mycobactérie du tout, hein, ce virus. Mais il y a un effet boostant du système immunitaire par les mycobactéries non pathogènes qui est évident. Alors, le BCG, c'est une non pathogène inventée par l'homme. Hein, et même par des Français. Donc, bon. Mais ça va dans le même sens. Hein. Merci. Je vais donner la parole à Chloé Santoro. Je viens. Oui, voilà. Oui, bonjour. Moi, je suis doctorante en philo à Besançon. J'avais deux questions. Une première un peu pragmatique, enfin technique sur votre exposé. Une deuxième peut-être plus philosophique, je ne sais pas ce que vous en direz, mais la première, c'est, il ne me semble pas vous avoir entendu parler d'hérédité dans ces capacités immunologiques contre en particulier les allergies. Est-ce que dans votre étude ou d'autres, on a pu observer qu'un certain type de mode de vie pouvait, disons, inscrire une vulnérabilité particulière sur plusieurs générations, par exemple, ou est-ce que ce n'est pas le cas ?
Mais ce qu'on sait, c'est que de toute façon, il y a une hérédité dans la prédisposition aux maladies allergiques. Hein. Moi, j'ai parlé de la génétique, j'ai pas prononcé le mot hérédité, mais la génétique du fonctionnement du système immunitaire est, à cause du polymorphisme de gènes qui touchent d'une part les mécanismes qui produisent les anticorps particuliers de l'allergie, hein, qui sont les IgE. Donc, il y a une génétique. Chacun sait, hein, que quand un père et une mère sont allergiques eux-mêmes, hein, ont eu des maladies atopiques, en ont encore, leurs enfants ont beaucoup plus de chances. C'est pour ça que quand on fait des études épidémiologiques comme ça, il faut sortir ce facteur. Hein, c'est-à-dire qu'on fait un traitement statistique qui élimine toute cette partie génétique, hein, vraiment génétique bien connue, qui est le fruit du hasard et des mariages, hein, qui fait que, ma foi, malheureusement, un asthmatique va parfois se marier avec une asthmatique et que ça va faire des petits asthmatiques. Ce qu'on expliquait mal, c'est que la mère imprimait plus que le père, alors que génétiquement parlant, il n'y avait pas de raison. Hein, c'est-à-dire que qu'on ait un père allergique ou une mère allergique, on aurait dû retrouver dans la population des enfants le même pourcentage. Mais on savait bien, épidémiologiquement parlant, qu'il y avait plus d'enfants allergiques, de mères allergiques. Et donc maintenant, avec les éléments qu'on a là, on peut comprendre pourquoi. C'est parce que la mère allergique, elle imprime aussi, en plus de son environnement, enfin, en plus de ses caractères génétiques, un certain environnement qui a peut-être été induit par le fait qu'elle était allergique, etc. etc. Et donc alors après, alors c'est le problème du caractère héréditaire de l'épigénétique. Alors ça, on entre vraiment dans un domaine biologique plus compliqué parce que, bon, on admettait jusqu'à il n'y a pas longtemps que tout ce qui était épigénétique par définition n'était pas héréditaire. On commence à se dire que de temps en temps, ce qui a été imprimé dans les gènes par des événements environnementaux, ce qu'on appelle l'épigénétique, va pouvoir avoir, dans certains cas, un caractère héréditaire. Alors ça pose, c'est vraiment, ça rejoint aussi la philosophie, ça. Chloé, si vous voulez poser la deuxième partie de votre question, mais en gardant du temps, on a encore une question après. Ok, mais j'essaye d'aller vite, mais ma deuxième question, c'était lié à ce que vous avez dit sur la vision commune qu'on a, disons, quand on parle de système immunitaire en général dans le débat public, quoi, de voir ça comme une espèce de défense. C'est une histoire de petits soldats. Voilà, des tas de sièges, etc. Et à la fois, ça me frappe et ça me surprend aussi de constater à quel point ce type de prise de conscience, disons, a l'air de se généraliser en ce moment dans des tas de domaines différents. Et alors là, je ne m'attendais pas forcément à l'entendre à propos du microbiote, etc. Mais on voit ça en éthologie, on voit ça en sciences politiques, sur l'étude de la coopération entre les humains, entre les différentes espèces des écosystèmes, etc. Alors, c'est peut-être banal ce que je dis, mais disons que je suis frappée par une sorte de tendance que j'ai l'impression qui se généralise beaucoup en ce moment à changer complètement la manière dont on va observer ces phénomènes et à passer d'une vision de protection contre le risque, d'une idée qu'on pourrait avoir une maîtrise contre les risques en éliminant leur cause, par exemple, pour le coup, un nouveau paradigme, quoi, une sorte d'observation de la diversité qui nous renforce aussi. Et donc, ma question, c'est, à votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une sorte d'effet de mode qui fait qu'on voit ça un petit peu partout, ou est-ce que réellement on est en train de peut-être prendre la mesure de quelque chose qu'on avait complètement raté jusqu'ici? Oh, alors, je ne suis pas persuadée que la majorité des gens, et en particulier des spécialistes, aient pris le virage, en tout cas en biologie, en immunologie. Hein. Les gens restent quand même très, très traditionnels et le système immunitaire est fait pour se battre, etc. etc. Non, je pense que c'est simplement que quand on analyse, quand on a une vue plus holistique
des phénomènes, inévitablement, on doit se rendre compte que, par exemple, le système immunitaire, ben, il fait beaucoup plus de tolérance que de défense, et il faut avoir le courage de le dire. Je veux dire, c'est comme le fait d'imposer que, bon, par définition, l'homme soit un loup pour l'homme, alors que, et pareil pour les animaux, alors qu'en fait, simplement en observant, on voit de plus en plus de phénomènes coopératifs, d'aide, etc., de tolérance, bien intentionnés ou mal, mais en tout cas, je pense que c'est une meilleure observation des phénomènes. Bon, la science a aussi des visières comme tout. Hein. Merci. Je vais donner la parole pour la dernière question à Marie-Angèle Hermite qui interviendra dans le séminaire pour nous faire l'état du droit face à la pandémie. Le micro est ouvert normalement. Ou il faut que vous l'ouvriez vous-même. Activé. Voilà, ça marche? Oui. Oui, très bien. Bien. Ben, merci beaucoup de cette conférence. Alors, ça m'a replongé très longtemps en arrière parce que j'ai été élevée par une mère un peu tapée qui ne m'a pas vaccinée et qui était passionnée par un courant médical. J'ai entendu toute mon enfance qu'il fallait passer les tartines de pain beurré sur l'appui des fenêtres pour avoir le maximum de microbes. Donc, on ne vaccinait pas, mais on était en contact avec les microbes et on mangeait bio. Et on faisait son pain soi-même. Et ça, c'était il y a quand même 70 ans. Donc, c'était assez en avance. Mais alors, ce courant médical, je voulais savoir si vous le connaissiez ou pas. Oui, bien sûr, les anthroposophes. Non, du docteur Paul Carton. Et Bah parce que, cartonien. il y a un courant. courant médical qui est plus développé en Allemagne ou Pays-Bas en particulier, qui est le courant anthroposophe, et qui ressemble un peu à ça. Mais qui est plus, je dirais, qui est plus religieux, si on veut, que le courant cartonien, qui était plus médical. C'était des médecins qui étaient là-dedans et mais qui avaient toute une théorie médicale. Donc, je ne sais pas, il y a des cahiers de la méthode naturiste. Moi, je les ai perdus, ceux que ma mère avait, mais enfin, ça existe. Alors, deuxième question. Bon, vous dites effectivement qu'on a beaucoup moins de contact avec tous ces éléments naturels de la ferme, etc., toute cette diversité, et on augmente le nombre de vaccins. Donc, est-ce que vous faites un lien entre les deux, c'est-à-dire on se met artificiellement en contact avec un certain nombre de maladies redoutées et on a moins de contacts Non, je pense qu'on ne parle pas de la même chose là. Les vaccins, je dirais, peuvent quelque part faire le même boulot que l'environnement de la ferme. Hein. Parce que beaucoup des vaccins comportent des adjuvants, et les adjuvants, c'est jamais que des choses qui stimulent les macrophages des cellules dendritiques. Sinon, si vous faites un vaccin, en dehors des vaccins vivants qui ont leur propre adjuvants, parce que justement c'est l'élément vivant, mais autrement bah, il faut mettre des adjuvants, c'est bien ça le problème, tout le débat autour de l'aluminium, machin, etc. Mais les meilleurs adjuvants pour le coup contiennent des mycobactéries, c'est bien connu, c'est l'adjuvant complet de Freund qu'on n'a même plus la capacité à utiliser en expérimentation, mais qui booste un max et qui, oui, reproduit, si on veut bien, cet environnement traditionnel, quelque part, qui passe surtout par un boostage de l'immunité innée. Hein. Et donc, ensuite, par le développement de certaines cellules de l'immunité innée qui vont, du coup, pousser l'immunité adaptative dans un bon sens. Hein. Donc, je ne pense pas que ça soit antinomique. Non, non, je pense au contraire je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire, c'est ça. Et on n'a jamais dit que ça faisait du mal. Alors, bon, qu'il y ait de temps en temps des effets secondaires réels des vaccins, c'est pas moi qui vais le contredire. Hein.
mais disons que globalement, il n'y en a pas tant que ça vu les millions de personnes vaccinées. Et puis, il y a un effet additif, je veux dire, d'immunité non spécifique, entre guillemets. Et puis après, ben, ça protège contre des vrais pathogènes, donc tant mieux. Mais je dirais que, à la limite, un vaccin sera d'autant plus efficace qu'il agit dans un milieu qui, par son environnement naturel, marche du bon côté. D'accord. Donc, ça ne fera qu'amplifier l'efficacité du vaccin. D'accord. Hein, Alors, sinon, je serais tentée de faire quelques remarques. D'abord, sur le principe de précaution. Si on vous dit ça pour le lait cru, vous renvoyez simplement les gens à leurs chères études parce que ça n'a aucun rapport. Pour qu'il y ait application du principe de précaution, il faut une incertitude scientifique. Et pour le lait cru, on n'a pas d'incertitude scientifique. On sait que de temps en temps, il y a des agents pathogènes, mais c'est pas du tout. Là, on est dans la prévention. On n'est pas du tout dans la précaution. Bon. Une remarque aussi sur le fait qu'il faudrait en finir avec la notion d'organisme et ne retenir que les notions d'écosystème. Mais on ne peut pas retenir l'un sans l'autre, parce que les écosystèmes, ils sont en quelque sorte, d'abord, ils accueillent les organismes et ils sont eux-mêmes créés et transformés par les organismes. Donc, avoir une vision qui serait uniquement écosystémique ou uniquement organisme individu, les deux visions sont inefficaces, ça marche ensemble. Enfin, un dernier point sur le fait qu'il faut en finir, disons, avec la scission nature-culture. Alors, le droit fait un certain nombre d'efforts en la matière, mais des efforts qui sont sans arrêt contrecarrés par d'autres décisions. Par exemple, si vous avez le courage de lire la Charte de l'environnement, vous verrez qu'elle est très écosystémique, qu'elle est très théorie de l'évolution, etc. Si vous prenez, alors je ne l'ai pas encore lu dans le détail parce qu'elle vient juste de sortir, mais il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui vient de déclarer que le loup, même s'il quittait ces territoires sauvages, entre guillemets, pour aller dans les territoires très humanisés, y compris à la limite urbains, dans la mesure où il est totalement protégé, il a le droit de le faire. C'est une décision qui est sortie il y a 3 jours, donc vous voyez que on a tendance à retisser. Moi, je pense que c'est une erreur, cette décision, mais on a tendance à retisser, à dire que le loup, espèce sauvage, est chez lui partout. À tous les droits. Voilà. Donc, vous avez comme ça des tas de décisions, sans même parler de celles qui sont dans des pays plus lointains et qui ont fait des rivières, des forêts, etc., des sujets de droit, mais vous avez des tas de décisions, ne serait-ce que dans le Code de l'environnement français, ou par exemple dans le Code de l'environnement où il y avait autrefois des principes qui étaient applicables aux espèces animales et végétales. Maintenant, on a mis les mêmes principes sont applicables aux êtres vivants et en général. Et il y a eu une longue discussion à l'Assemblée pour dire non, mais vous ne pouvez pas mettre les êtres vivants dans le Code de l'environnement parce que ça comprendrait les humains. Et là, les ministres ont tenu bon et ont dit les êtres vivants, toutes catégories confondues. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'effort pour retisser les liens et supprimer plus ou moins les frontières, les barrières, sachant que je ne suis absolument pas dupe de ces efforts, puisque sans arrêt, ils sont contrecarrés par le fait qu'on va donner des subventions à l'aviation ou autre chose. Mais
on ne peut pas dire que rien n'est fait en la matière. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, Je voulais juste si je peux faire un petit commentaire à propos de votre mère et son mode d'éducation. Nos collègues qui ont travaillé avec nous, qui sont en Suisse, en Allemagne en particulier, ont fait d'autres études hyper intéressantes, dont l'étude Parsifal sur les anthroposophes, qui retrouvent donc les mêmes oppositions, hein, en tout cas le même niveau de protection que l'environnement de la ferme. Et avec des collègues américaines, elles ont travaillé sur la comparaison entre les Amish et les Utérites. Et là aussi, c'est très très intéressant parce que les Amish sont beaucoup plus protégés que les Utérites, alors que c'est au départ exactement le même mode de pensée, mais avec une mécanisation de l'agriculture et une séparation des habitats chez les Utérites qu'il n'y a pas chez les Amish. Donc, il y a un monde, voilà. On aurait pu prendre d'autres exemples, mais c'est vrai que je me suis centrée sur l'étude nature parce que c'était notre étude. Mais c'est très intéressant. Je voulais reprendre une question parce que Zainaba, elle a essayé de lever la main et elle n'a pas réussi. Moi, je crois qu'elle a réussi, mais ensuite, sa main avait disparu. Donc, voilà, on va vous donner… La voix. On dépasse un petit peu, mais posez la question. Normalement, Zainaba, peut-être… Oui, Zainaba, mais elle n'a pas le micro. Hein, si, elle peut l'ouvrir elle-même maintenant, son micro. Tu peux ouvrir ton micro, Zainaba. C'est en bas à gauche de votre… Il y a un petit micro qui est rouge barré et qu'il faut qu'il devienne vert. Hein. Normalement. Oui, bonsoir. Ça marche. Bonsoir, donc Zainaba Saïdali, je suis une ancienne étudiante de l'UMR Chrono-Environnement, ancienne doctorante aussi. Actuellement, je suis professeure d'SVT dans un lycée à Mayotte. Donc voilà, je suis contente de participer à cette conférence et de vous retrouver, en fait, de pouvoir justement faire partager en fait, avec voilà, les anciens collègues, les chercheurs. Donc, en fait, moi, j'avais une question, en fait, c'est une question, un peu une remarque aussi. C'est par rapport au fait de, moi, ce que j'ai constaté un petit peu, en fait, c'est que chaque fois qu'on est beaucoup dans le contrôle, là, le contrôle, par exemple, dans l'environnement de certains prédateurs ou de certains invasifs, entre guillemets, dans le contrôle des maladies, avec, voilà, le fait de dans des environnements très aseptisés, le fait d'utiliser beaucoup les antibiotiques, on se rend compte après coup de l'utilité en fait de ces organismes-là. Et voilà, alors qu'on se disait simplement que voilà, on peut les éliminer, tout ira bien. Et puis au final, on se rend compte qu'il y a un équilibre justement qui était là et qu'on est en train de bouleverser. Et tout est une question derrière d'équilibre en fait. Donc là, c'était un peu ma première question. Donc, je ne sais pas ce que vous pourrez dire dessus. Ma deuxième question, c'était un petit peu de savoir, vu que, entre guillemets, quel est l'intérêt de certains micro-organismes à être, entre guillemets, pathogènes? Parce qu'il y en a qui vont être pathogènes dans certaines circonstances, mais voilà. Mais est-ce qu'il y a un intérêt, entre guillemets, à être pathogène, être les méchants? Oui, bon, d'accord pour l'équilibre. Je suis assez… c'est un peu toujours ma philosophie de vie personnelle. Je suis plutôt du côté de l'équilibre que du côté de l'excès, quoique Patrick dira que ce n'est pas toujours vrai. Est-ce qu'il y a un intérêt à un pathogène? Alors, l'intérêt du pathogène, c'est de ne pas tuer son hôte. Mais il a quand même intérêt à être pathogène, en particulier pour un virus, parce qu'il faut bien qu'il ne peut se répliquer, donc survivre dans les générations, que par l'infection d'une cellule. Donc, quelque part, il est rare, alors ça arrive, hein, qu'il y ait une réplication sans mort de la cellule, mais la meilleure façon d'y arriver, c'est de se répliquer, de tuer la cellule par la même occasion, ou quand ce n'est pas le virus qui, en répliquant, la tue, donc les virus cytopathogènes, en général, c'est le système immunitaire qui va faire le boulot pour que justement les cellules voisines ne soient pas trop contaminées, jusqu'à un point
où il arrive à un système de tolérance. Mais disons qu'il y a quand même pour beaucoup de pathogènes la nécessité de faire un peu de mal quelque part pour arriver à poursuivre leur vie dans les générations. Donc, si, je pense qu'il y a quand même un certain intérêt à être pathogène pour certains. Alors, pourquoi d'autres s'en tirent parfaitement bien sans l'être? Ça, on n'a pas encore totalement élucidé le pourquoi. Hein. Pourquoi il y a des animaux très gentils et qui ont l'air plus méchants. Grave question. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup pour cette conférence. Je vais donner le mot de la fin à Patrick, qui va clore notre séance et annoncer la prochaine. Ça marche. Pour rebondir, on peut questionner la notion de pathogénicité, qui est finalement subjective. Ne sommes-nous pas, nous, en tant qu'espèce, pathogènes pour d'autres espèces? Bien sûr, très. Bon, tout dépend de la définition qu'on donne au mot. Bon, bref, c'est un autre débat. Donc, écoute, merci Dominique pour ce fantastique exposé. Moi, j'avoue que j'ai été à nouveau, ça fait longtemps que je ne t'ai pas écouté, j'ai été vraiment bluffé de voir tout ce qui avait été accumulé depuis. Je te rappelle que tu as un chapitre de bouquin à écrire et justement, il suffira d'écrire ce que tu as raconté là. Ça sera très bien. Bon, on va se projeter tout de suite sur la semaine dernière, donc avec le prochain intervenant qui s'appelle Jean-François Guégan et qui est une personne qui travaille depuis des années et des années, initialement à l'IRD et maintenant il est à l'INRAE maintenant, et c'est un ancien membre du Haut Conseil de la Santé publique, mais qui a un background d'écologiste, donc il est assez atypique pour ça, et il a travaillé depuis tout le temps, depuis que je le connais, sur les relations entre santé et environnement. Et dans le cas précis, il va nous parler plus spécifiquement des atteintes à la forêt tropicale, équatoriale pour être exact, et des conséquences que ça peut avoir sur notre perception qu'on peut avoir de l'émergence de pandémies ou d'organismes pathogènes. Il pense, lui, que le sujet n'est pas correctement traité et on verra si on le suit ou non, on suivra sûrement d'ailleurs sur cette proposition. Voilà, en vous remerciant tous de votre présence, en rappelant que Arnaud va mettre tout ça sur YouTube, donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui pourront profiter que ceux et celles qui ont assisté à la conférence présente, et en vous remerciant de votre assiduité. Voilà, Arnaud, à toi. Non, je dis bonsoir à tout le monde. N'oubliez pas que comme on avait pris du retard, on avait déplacé la séance de Dominique, on se retrouve dès mardi prochain. Eh oui. Voilà. Bonsoir à tous. Merci encore, Dominique. À bientôt donc. Et bonne soirée. Merci à tous.